Heure 0. Assis dans son bureau entouré de ses conseillers les plus fiables, Xi Jinping se sent prêt. Au cours de la dernière décennie ou plus, il a dépensé des milliards et des milliards pour moderniser l'armée chinoise. Sa nation possède maintenant des armes nucléaires, environ 500 d'entre elles, et il a construit l'une des plus grandes marines du monde. Ajoutez à cela le fait que l'armée chinoise compte plus de membres actifs que toute autre nation, avec 2 350 000 personnes. Il va apporter la guerre aux États-Unis. Mais pour ce faire, il doit coordonner soigneusement les attaques à travers le Pacifique. Il sait que les États-Unis ont des bases au Japon et en Corée du Sud, environ 190 dans ces deux pays seulement, et une marine puissante qui, bien que plus petite que la sienne, a beaucoup plus de puissance de feu. Une attaque frontale complète contre les États-Unis, sans s'occuper d'abord de ses problèmes, serait un suicide. Il doit sécuriser le Pacifique, donnant à la Chine une voie vers le continent américain en priorité. L'attaque débute sans lancement de missiles. L'attaque débute dans le cyberespace. Depuis des années, la Chine travaille sur une technologie cybernétique qui lui permettrait de pirater l'infrastructure américaine et les systèmes de défense militaire, limitant ainsi la réponse de l'Amérique à une attaque. Parfois, la Chine se fait prendre. Par exemple, en décembre 2023, les États-Unis ont mené une opération pour perturber un réseau de routeurs Small Office Home Office que la Chine avait pris le contrôle en utilisant le botnet KV pour masquer ses activités de piratage. C'était malheureux pour Xi, mais cela n'arrêtera pas la première étape de son attaque. Xi approuve et des dizaines de cyberattaques sont lancées. Des pirates informatiques chinois ciblent activement les systèmes d'eau, les réseaux électriques et les systèmes de communication américains, en particulier ceux proches des principales installations militaires. D'autres attaques ont lieu au sein des réseaux des entreprises qui fournissent des services essentiels à l'armée américaine, ainsi que des attaques sur les systèmes et les moyens de transport qui seront utilisés par les États-Unis pour apporter de l'aide à Taïwan en cas d'invasion chinoise. Cette dernière étape est cruciale. Pour atteindre les États-Unis, la Chine doit sécuriser un passage à travers le Pacifique. Taïwan, revendiqué depuis des décennies par la Chine comme faisant partie de la République populaire, est la cible principale. En sécurisant cette île, la Chine peut percer les nations du Pacifique qui sont alliées aux États-Unis, y compris le Japon et la Corée du Sud, et dégager sa route vers le continent américain. Première heure. Les États-Unis sont en pleine confusion. Il connaît les pirates informatiques chinois, mais n'a jamais fait face à une opération d'une telle ampleur. Le succès contre Volt Typhoon, un groupe d'élite de pirates informatiques chinois derrière les attaques KV Botnet, a montré l'implication de la Chine dans les principaux réseaux. Les systèmes ferroviaires, de transport, maritime, d'eau et de pipeline étaient menacés. Bien que Volt Tycoon ait été largement éradiqué, la perturbation aux États-Unis montre que la Chine avait d'autres groupes de pirates informatiques en jeu. L'Amérique poursuit des ombres pendant quelques heures, laissant à la Chine le temps de lancer la prochaine étape de son assaut. Xi Jinping donne son accord pour la partie la plus audacieuse de sa stratégie, activant la force de fusée de l'Armée de libération du peuple. Le groupe compte environ 120 000 membres qui gèrent ensemble 6 bases de missiles balistiques connues à travers la Chine. Cependant, la véritable force de fusée de l'Armée de libération du peuple réside dans le nombre impressionnant de missiles dont elle dispose. Des estimations récentes de l'Institut naval américain situent ce nombre aux alentours de 4000, tous capables de cibler des navires en mouvement en mer en plus des cibles terrestres statiques. Xi aura besoin des deux capacités. Pour planifier cette attaque, il a fait des choix difficiles. Il savait qu'un lancement contre Taïwan était inévitable et l'île-nation est devenue sa première cible. Un barrage de missiles commence, avec le soutien aérien fourni par les bases récemment améliorées à Longchuan, Jiangsu et Wuhan. Tous les trois soutiennent la Chine avec des flottes de chasseurs Shenyang J-16 lançant leurs propres missiles, tout en engageant les défenses taïwanaises dans les airs. Les critiques les plus virulentes visent les États-Unis, flotte du Pacifique. Composée d'environ 200 navires, accompagnée de 1500 avions et de 150 000 militaires, cette flotte est le plus grand obstacle qui se dresse sur la voie des ambitions de Xi pour envahir les États-Unis. Elle couvre presque la moitié de la surface du monde, s'étendant de l'Antarctique au cercle arctique, englobant au passage l'océan Pacifique et l'océan Indien. Xi ne peut pas toucher tout ce qui se trouve dans cette flotte, mais son objectif est d'affaiblir stratégiquement la flotte dans les premières heures de sa nouvelle guerre, éliminant la capacité de l'Amérique à répondre rapidement à ses actions. Pour ce faire, il a besoin d'une attaque de missiles à 3 volets. Premièrement, il doit s'engager avec les bases navales américaines au Japon, en Corée du Sud et aux Philippines. C'est un mouvement risqué.
Toute frappe de missile sur ces nations causera sûrement des dommages collatéraux, amenant potentiellement tous les trois à entrer en guerre en soutien aux États-Unis. Mais ne pas frapper maintenant signifie laisser près de 200 bases prêtes à lancer une contre-attaque immédiate, soutenue par environ 79 000 troupes. Xi ne peut pas prendre ce risque. Des hordes de missiles Dongfang 26 ou DF-26 sont lancés vers les bases américaines au Japon et en Corée du Sud. Chaque missile a une portée de 2485 miles, garantissant facilement qu'ils peuvent atteindre leur cible. Ils sont accompagnés de missiles à plus courte portée tels que le DF-16, pour une raison simple. Xi a besoin de ces DF-26 pour des attaques plus lointaines. Ces mêmes missiles font également partie de la seconde partie de la salve de missiles de la Chine, attaquant plus près des États-Unis. Plus de missiles sont envoyés vers Guam, ciblant la base aérienne Anderson à Yaego et la base navale de Guam à Santa Rita. Xi déchaîne également le nouveau joyau de la couronne de missiles de la Chine pour frapper Hawaï. Le DF-27 est un missile hypersonique qui peut presque atteindre la côte est des États-Unis et est capable d'éviter les défenses antimissiles américaines. Ce sera l'arme principale de Xi lors de l'attaque du continent américain, du moins pendant les premières étapes de la guerre. Enfin, la troisième frappe vise les navires américains actuellement dans le Pacifique. Parmi les principales cibles se trouvera la petite flotte de croiseurs que l'Amérique a dans l'eau près de la Chine, y compris l'United States Ship Shiloh et Mobile Bay. En tout, il y a 9 de ces navires, tous chargés d'armements lourds et de solides défenses anti-aériennes que la Chine espère soient éliminées, soit endommagées gravement. Les cibles secondaires comprennent la flotte beaucoup plus grande des États-Unis. Les destroyers de la marine américaine, moins puissants que les croiseurs, peuvent tout de même infliger de sérieux dommages à la flotte chinoise s'ils ne sont pas contrôlés. Il y a des dizaines à cibler, et Xi sait qu'il ne pourra pas tous les éliminer. Mais plus il pourra en détruire avec des missiles maintenant, plus il trouvera facile son invasion de Taïwan et son passage subséquent vers l'Amérique. Cependant, les missiles de Xi n'auront pas de trajectoire claire vers leur cible. Bien que ces cyberattaques aient laissé les États-Unis en désarroi, elles n'ont pas fermé les systèmes de défense antimissiles du pays. Les satellites Defense Support Programme de l'Amérique, gérés par sa force spatiale, détectent aisément les lancements de missiles chinois, permettant au président Joe Biden d'organiser les défenses du pays. Parmi ceux-ci, les intercepteurs basés au sol, ou GBI, dont il y a actuellement 44 actifs aux États-Unis. La plupart de ces 40 systèmes, stationnés en Alaska, peuvent encore détruire des missiles balistiques intercontinentaux filant à environ 15 000 miles par heure. Les 4 autres, stationnés en Californie, plus près des cibles hawaïennes de la Chine, seront chargés de fournir l'essentiel des défenses américaines contre les missiles chinois. Il y a juste un problème. Et si l'un des missiles contient des ogives nucléaires? Biden consulte ses conseillers, qui concluent que cette possibilité est peu probable. Les satellites américains montrent que les missiles sont en route pour frapper ces bases du Pacifique et Hawaï, suggérant une frappe conventionnelle. Si Xi passait au nucléaire, ces missiles balistiques intercontinentaux seraient en route pour Washington et d'autres lieux stratégiques clés du continent américain. Pour l'instant, la stratégie est claire, évacuer les troupes des zones de frappe anticipées et se retrancher. Une contre-attaque viendra, mais pour l'instant, les États-Unis doivent compter sur leur système de défense antimissiles. De l'autre côté du Pacifique, Xi observe et attend, tandis que ses premiers missiles foncent vers le Japon et la Corée du Sud. Les deux pays ont activé leur système de défense antimissiles pour protéger les bases américaines, avec la plateforme déployée fin 2023 aux côtés des États-Unis, leur donnant un préavis des missiles lancés par la Chine. Beaucoup sont abattus dans le ciel, tombant sans danger dans le Pacifique, mais le nombre impressionnant de missiles chinois submerge les défenses. Okinawa est pratiquement détruite. Étant le lieu où résidaient la plupart des soldats américains au Japon, c'était la cible principale de ces attaques. Des missiles ont frappé les F-15 Eagle, les U-3 de surveillance et les ravitailleurs KC-135 à la base aérienne de Kadena. Ces derniers sont particulièrement des cibles importantes. Ils limiteront la capacité de l'Amérique à ravitailler ses avions en vol, les obligeant à utiliser les bases que la Chine attaque si résolument. La frappe pourrait être considérée comme un succès, tuant des milliers de soldats américains, mais Xi sait que les bases ne sont pas totalement hors service. Il ne peut pas encore lancer une invasion terrestre, donc les équipages survivants de ces bases pourront rapidement se reconstruire pour continuer à servir de point de lancement pour les États-Unis. Force aérienne? Il doit seulement les désactiver pour quelques jours, c'est suffisant. Plus de missiles visent les croiseurs et les destroyers américains, stationnés dans le Pacifique. Ces navires sont plus difficiles à frapper, car ils ne restent pas immobiles. Les ordres du commandement américain ont exigé de tous les déplacer de façon aléatoire, espérant détourner les missiles chinois en approche. La tactique fonctionne dans certains cas, mais pas tous.
La Chine réussit à abattre environ la moitié des croiseurs américains ainsi que plusieurs dizaines de destroyers. Un autre succès mitigé pour Xi. Quelques minutes plus tard, les missiles DF-27 et DF-26 de la Chine se rapprochent d'Hawaï. Des dizaines sont abattus par les défenses antimissiles de la Californie, mais elles n'assurent pas une couverture complète. Beaucoup d'autres parviennent à percer, frappant des navires dont l'United States Ship Frank E. Peterson et l'United States Ship Hopper. Xi espérait que sa frappe éliminerait également au moins certains des 13 sous-marins stationnés à Hawaï, mais il n'a pas eu cette chance. Même avec ces cyberattaques semant le chaos, les commandants et les équipages de ces sous-marins ont reçu l'ordre de plonger sous l'eau, à l'abri du barrage de missiles, jusqu'à ce que les États-Unis soient prêts à riposter. À la fin des premières heures du conflit, la Chine a dépensé près d'un quart de ses 4000 missiles. Elle a causé des dévastations sur les bases américaines en Asie, bien qu'au prix d'entraîner le Japon et la Corée du Sud dans la guerre de Xi. La flotte pacifique américaine a été sévèrement affaiblie, les cyberattaques de Xi limitant également la vitesse à laquelle les États-Unis peuvent répondre à ce qu'il va faire ensuite. Le succès de la grève n'était pas total, mais c'était suffisant. Deuxième jour. Ayant gagné du temps avec son attaque contre les États-Unis, laissant son principal ennemi dans un état de désarroi temporaire, Xi peut se concentrer sur sa cible immédiate, Taïwan. La Chine a passé la journée à bombarder Taïwan avec des missiles à courte portée. Le barrage a réussi à éliminer plusieurs cibles, y compris les petites îles entourant Taïwan, mais il a également fait face à une défense inébranlable du système de défense aérienne Patriot, fabriqué par les États-Unis, stationné sur l'île, ainsi que les propres systèmes de défense de missiles balistiques solaires de Taïwan, Skybow. Cependant, le barrage devra bientôt prendre fin, ne serait-ce que parce que Xi veut envoyer des troupes pour occuper l'île. Il ne peut pas risquer de tuer ses propres gens lors de tirs fratricides. Après un bombardement de 24 heures, au cours duquel la Chine dépense des centaines de missiles, Xi évalue les dégâts qu'il a causés. De manière cruciale, ces attaques sur les bases américaines à l'étranger ainsi que sur l'Amérique elle-même retarderont l'arrivée de sa marine dans le détroit de Taïwan, et les missiles qu'il a tirés sur Taïwan ont sérieusement affaibli ses défenses navales, tandis que les avions de chasse de Longchuan, Jiangsu et Huan occupent l'armée de l'air du pays. Ils se sont prêts à commencer à débarquer des troupes sur le continent taïwanais, mais ils rencontrent un problème. Ces options de débarquement sont limitées. C'est en partie dû aux actions du président de Taïwan, Tsai Ing-wen. Elle se prépare à une attaque de la Chine depuis plusieurs mois, surtout à la suite de l'audace croissante de Pékin en menant des opérations militaires et navales dans le détroit de Taïwan. Dès que les missiles ont commencé à voler, Tsai a envoyé des ordres aux positions défensives des deux côtés de l'île. À l'est, Taïwan bénéficie d'un vaste réseau de falaises. Tsai prévoit que Xi cherchera à bloquer ce côté de l'île avec sa marine, mais il est peu probable qu'il lance une invasion complète depuis l'est. Néanmoins, les soldats sont placés en alerte, et on leur dit de se préparer à combattre des troupes au sol qui pourraient tenter de gravir les falaises aux pentes d'au moins 15%. Si besoin est, ces troupes recevront l'ordre de détruire les routes construites à travers les falaises qui mènent au continent. Son intérêt principal se trouve à l'ouest de Taïwan. Étant la côte la plus proche de la Chine, ce sera le point d'entrée sur l'île. Tsai place les 15 principaux ports et havres de cette côte en état d'alerte maximale, avec des ordres de destruction en place si les forces chinoises s'approchent. Tsai ne peut pas se permettre de laisser la Chine établir une présence navale sur l'île même si elle parvient à envahir. Puis il y a les plages de Taïwan. Toutes sont fortement fortifiées, avec toutes les troupes chinoises qui parviennent à débarquer, devant traverser des dizaines de défenses chargées de barbelés juste pour espérer atteindre les routes qui mènent à Taipei. Les eaux peu profondes, moins de 4,5 mètres, des plages empêchent la Chine de débarquer massivement des troupes. Elle doit parcourir la plus grande partie du trajet avant de les transporter dans des navires plus petits, sous les tirs de missiles depuis Taïwan. Ces eaux sont également remplies de mines peu profondes, les plages contenant également des pics anti-débarquement qui empêcheront les chars chinois de faire des incursions. Et si le pire arrive, Tsai peut faire s'effondrer les routes menant à Taipei depuis l'ouest, forçant les troupes chinoises à traverser un terrain difficile, s'ils espèrent un jour atteindre la capitale de Taïwan. Tsai va faire de cela une guerre d'usure, et cela annonce de mauvaises nouvelles pour Xi. Jour 3. Les États-Unis sont presque prêts à riposter à l'attaque initiale de la Chine. Mais avant cela, Biden met son chapeau diplomatique alors qu'il se prépare à exploiter une faiblesse clé dans le plan de Xi. L'un des plus grands défis de la Chine dans la guerre est économique. Le pays dépend fortement de l'importation de biens, dépensant 2,56 trillions en 2023 seulement. Biden a passé les 3 derniers jours à organiser de lourdes sanctions contre la Chine, le réseau d'alliés de l'Amérique finissant enfin par payer.
la Chine aura non seulement du mal à importer des biens et des équipements des États-Unis, mais elle sera également coupée de ses partenaires commerciaux européens, tous ayant convenu de ne pas vendre à la Chine ni d'acheter de celle-ci, créant essentiellement un blocus aussi longtemps que durera la guerre. Ce blocus inclut le pétrole. La Chine importe 11,8 millions de barils de pétrole par jour pour continuer à fonctionner. Une grande partie de ce pétrole provient de Russie, qui fournit désormais environ 19% du pétrole acheté annuellement par la Chine. Cependant, 81% proviennent de pays alliés aux États-Unis comme l'Arabie saoudite. En utilisant la pression diplomatique et les préoccupations des nations asiatiques face à l'expansion chinoise, Biden peut couper la majorité du pétrole atteignant la Chine. La Russie fournira accès, mais ne pourra pas combler entièrement le déficit dû aux sanctions américaines. Et compte tenu de la guerre de Poutine en Ukraine, il ne peut pas non plus risquer le commerce de la Russie avec d'autres pays uniquement pour soutenir la Chine, surtout qu'il fait face à ses propres sanctions. Chine s'y attendait pas. Il est maintenant confronté à une fermeture. La Chine doit vaincre les États-Unis en quelques mois, sinon ses ressources diminueront au point où elle sera pratiquement affamée hors du combat qu'elle a commencé. 4e jour. Avec des sanctions en place et des routes commerciales en cours de coupure, le prochain mouvement de Biden est de parler à ses alliés de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Après tout, la Chine a directement attaqué l'Amérique sur son propre sol en lançant des missiles sur Hawaï. Elle a aussi attaqué des bases militaires américaines à l'étranger, ce qui constituerait également une attaque contre les États-Unis. Tout cela joue en faveur de Biden pour une raison. Article 5 de la Charte de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Selon cet article, si un allié de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ou un pays membre est victime d'une attaque armée par un autre pays, chaque autre membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord considérera cela comme un acte de violence contre lui-même. En bref, l'attaque de la Chine contre les États-Unis a entraîné la plupart de l'Europe dans le conflit. Biden a coopéré avec les membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord dès l'instant où il a détecté les missiles chinois. Collectivement, cela le prépare à utiliser le pouvoir de 31 pays, y compris ce qu'il reste des défenses des États-Unis. Le point focal de la contre-attaque est évident, le détroit de Taïwan. Xi a échoué à prendre Taïwan avec son barrage de missiles, et fait maintenant face à un conflit prolongé, dans lequel il perd des milliers de soldats chaque jour, dans ses tentatives de débarquer sur les plages taïwanaises. Même s'il parvient à percer les défenses de Taïwan en lançant simplement un grand nombre de troupes sur l'île, ses soldats feront face à une campagne de guerre urbaine qui les verra se battre bec et ongle pour chaque rue qu'ils parviennent à revendiquer. Xi ne s'attendait pas à cela. Et cette guerre d'usure se traduit par du temps que les États-Unis et leurs alliés peuvent prendre pour préparer une attaque. La stratégie consiste à combiner les ressources navales de l'Amérique, de ses alliés de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, de la Corée du Sud, du Japon et de l'Australie. Ce dernier sera également un point central de la contre-attaque, car la Chine a négligé de détruire les bases que l'Amérique a établies en Australie. Les États-Unis envoient une flotte de navires, incluant la plupart de ses 11 porte-avions, vers le détroit de Taïwan. Ils sont accompagnés par l'un des porte-avions du Royaume-Uni, le Her Majesty's Ship Queen Elizabeth, chargé de jets Typhoon FGR 4 et F-30 5B Lightning. Un soutien similaire vient du Canada, qui engage la moitié de ses 12 frégates à la cause américaine, ainsi que du Japon, qui envoie la plupart de sa flotte de 36 destroyers. La Corée du Sud hésite. Elle est ravie de soutenir les États-Unis d'Amérique autant que possible, mais doit rester vigilante envers la Corée du Nord qui pourrait profiter de l'attaque de la Chine pour entrer en guerre avec la Corée du Sud. Si la Corée du Sud engage maintenant ses ressources navales ou aériennes en faveur de l'Amérique, elle s'expose à une attaque. Biden comprend cela, ce qui fait que le rôle de la Corée du Sud est de surveiller la Corée du Nord pour s'assurer qu'elle ne s'implique pas dans le conflit. Et maintenant, les États-Unis disposent d'une force de combat alliée capable de lutter contre la Chine en mer ou dans les airs. La flotte prend la mer. 2e semaine. Xi a bombardé Taïwan sans succès. Les tentatives de débarquement de troupes sur les plages de Taïwan sont repoussées par des frappes de missiles et d'intenses combats sur le rivage. Oui, il érode lentement ses défenses, mais pour chaque victoire qu'il remporte, une route est détruite ou un tunnel s'effondre à Taïwan, forçant ses troupes à dévier sur un terrain difficile pour se rendre à Taipei. Les rares atteignants Taipei ont été détruits lors des combats urbains. Cela devait être une victoire rapide. Ça devait l'être. Chaque jour où la Chine ne contrôle pas Taïwan est un autre jour où les contre-offensives américaines se rapprochent. Enfin, 2 semaines après ces lancements de missiles, Xi fait face à la perspective que les atouts navals et aériens américains atteignent le détroit de Taïwan. Pire encore, ils sont soutenus par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et le Japon, aucun des deux ne voulant voir la Chine gagner plus d'influence, que ce soit dans le Pacifique ou les Amériques.
Pire encore pour la Chine, malgré une marine plus grande que celle de l'Amérique, elle ne se compare pas en termes de puissance de feu brut. Bien que Xi ait réussi à détruire près de 2 douzaines de destroyers américains dans son barrage de missiles, il en reste encore 68 à affronter, soit une vingtaine de plus que la Chine n'en a. Et bien que la Chine ait plus de corvettes et de patrouilleurs, aucun ne résistera à la puissance de feu naval combiné qui est amenée dans le détroit de Taïwan. Pire encore pour Xi, l'Amérique a un atout dans sa manche, sa tactique du dragon rapide. Au cours des dernières années, les États-Unis ont réaménagé certains de leurs avions cargo, de sorte qu'ils sont capables de larguer des palettes de missiles à longue portée. Chaque palette peut être approvisionnée avec 30 missiles de croisière Air-to-Ground, 158 joints Air-to-Surface missiles qui ont une portée de 229 à 1118 miles, selon la version du missile lancé. Empilés dans les avions MC-130J américains que Xi n'a pas ciblés car il ne les considérait pas comme une menace, ces palettes commencent à faire pleuvoir des missiles de croisière sur le détroit de Taïwan. Ces missiles servent 2 objectifs. S'ils touchent un navire chinois, leurs têtes militaires pénétrantes Warhead Unit 42B de 450 kg peuvent facilement détruire la plupart des cibles. Mais même s'ils ne parviennent pas à toucher, un tel barrage massif de missiles lancés simultanément perturbera les systèmes de défense antimissiles intégrés dans les plus grands navires de guerre de la Chine, ainsi que ceux des 3 bases aériennes qui sont le point de lancement des avions de chasse de la Chine. Pendant que les défenses se concentrent sur une rafale de missiles, joints Air-to-Surface missiles des frappes ciblées, peuvent éliminer des cibles. Les forces alliées reprennent l'avantage dans le détroit de Taïwan. Deuxième mois. Xi a perdu le passage clair vers Taïwan qu'il avait établi lors de son invasion initiale. Malgré les défenses taïwanaises et les assauts des marines américaines et alliées, il poursuit le débarquement de troupes sur le continent à chaque tentative. Pire, il a perdu la supériorité aérienne. En vérité, il ne l'a jamais vraiment eue. Les 142 avions de chasse F-16 de Taïwan, dont beaucoup ont été améliorés, peuvent être technologiquement inférieurs aux J-20 de la Chine. La recherche et le suivi infrarouge intégrés dans les J-20 signifient qu'ils sont beaucoup plus capables de suivre et d'éliminer une cible que les F-16. Mais Tsai le savait, et savait que le soutien venait des États-Unis. Elle a utilisé ces F-16 pour retarder plutôt que vaincre la Chine, tout comme elle a utilisé ses tactiques de guerre urbaine et de plage pour empêcher la Chine d'envoyer des centaines de milliers de troupes à Taipei. Les États-Unis et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord sont désormais présents dans le détroit de Taïwan, repoussant les forces chinoises vers la Chine. Des barrages de missiles constants sur les bases aériennes de Longchuan, Jiangsu et Wan les ont rendus pratiquement inutilisables, rendant difficile pour la Chine de mettre de nouveaux combattants en l'air aussi rapidement qu'elle avait réussi auparavant. Les porte-avions américains, dont 8 sont amenés dans le détroit de Taïwan, peuvent chacun accueillir environ 75 combattants, portant le total des forces alliées à 600 lorsqu'ils sont à pleine capacité. Ajoutez à cela la stratégie du dragon rapide, et l'Amérique et ses alliés bloquent chaque attaque que la Chine tente. La marine américaine bloque rapidement l'accès à Taïwan. Coupées de leur cible, les forces navales et aériennes chinoises commencent une retraite, laissant les quelques milliers de soldats chinois encore à Taïwan isolés. Ils seront éliminés par les forces de Taïwan à Taipei s'ils y arrivent. Avec les États-Unis retranchés dans le détroit de Taïwan, ils peuvent débarquer des troupes sur l'île pour attaquer les forces chinoises restantes par l'arrière. C'est un mouvement de tenaille mortel qui met rapidement fin à l'invasion de Xi. Cependant, tout n'a pas été facile pour les États-Unis. La Chine a réussi à utiliser sa puissante flotte de sous-marins, avec ses 6 sous-marins nucléaires de classe Chang en tête, pour éliminer 2 des porte-avions de l'Amérique. C'est une perte difficile, surtout étant donné que ces porte-avions abritaient environ 150 combattants entre eux. Mais les sous-marins américains sont tout aussi meurtriers. Bien qu'ils aient moins de sous-marins que la Chine, environ 60 par rapport aux 78 de la Chine, ces équipages sont mieux formés et ont moins de cibles à frapper. Les 2 porte-avions chinois engagés dans le conflit suite aux attaques américaines sur ces bases aériennes sont neutralisés, réduisant la puissance aérienne de la Chine. Xi doit affronter une réalité potentielle. Il est sur le point de perdre cette guerre. 3e mois. La Chine a obstinément refusé de céder à la force écrasante qui lui est appliquée. La marine du pays est en lambeaux, avec seulement une flotte de patrouilleurs pour garder sa côte en soutien aux quelques corvettes et frégates qui lui restent. Xi a rappelé ses navires, anticipant une invasion des États-Unis sur le continent chinois. Xi a échoué à prendre Taïwan. Et en attaquant directement les États-Unis, il a découvert que les alliés de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord de l'Amérique prennent l'article 5 très au sérieux. Il en va de même pour d'autres alliés, y compris le Japon et la Corée du Sud, qui ont aidé les États-Unis à la fois en raison de leurs alliances militaires avec le pays et parce qu'aucun d'eux ne souhaite voir la propagation de l'influence chinoise dans l'Indo-Pacifique.
si c'est qu'il a mal calculé. Il fait maintenant face à une question cruciale. Lance-t-il des armes nucléaires? La Chine dispose d'environ 500 armes nucléaires et missiles balistiques intercontinentaux capables d'atteindre les États-Unis. Les missiles CSS, 4 mode 2, mode 3 de son pays pourraient faire le travail grâce à leur portée de 8000 miles. Le DF-41 peut également atteindre la cible car il est capable de parcourir près de 7500 miles. Mais Xi y réfléchit à 2 fois. Attaquer les États-Unis avec des armes nucléaires entraînerait une riposte similaire. Et bien que les missiles balistiques intercontinentaux Minuteman III de l'Amérique n'ayant pas la portée de ces missiles, les sous-marins et les bombardiers aériens du pays pourraient facilement larguer des bombes nucléaires partout en Chine s'ils étaient provoqués. En fin de compte, la Chine est forcée de capituler, bien que son armée puisse être un adversaire de taille pour les États-Unis seuls et pourrait même avoir le potentiel de vaincre son homologue américain. Elle ne peut tout simplement pas résister à un front uni aussi puissant. Taïwan s'est avérée plus forte que Xi ne l'attendait. Son invasion ratée signifiant que les plans pour atteindre le continent américain n'ont jamais décollé. Avec la majorité de l'Europe, à cause de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui lui en veut, il ne peut nier avoir été submergé. Ajoutez à tout cela les effets des sanctions et des blocus commerciaux que l'Amérique a créés quelques jours après le début de sa guerre, ils ont lentement sapé le moral du peuple chinois, les rendant prêts à se rendre. L'Amérique gagne la guerre, mais une victoire qui a un coût. Il faudra des années aux États-Unis pour reconstruire sa marine déchirée par la guerre, et avec ses alliés de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, il sera fortement impliqué dans l'imposition de restrictions militaires à la Chine pour les années à venir. Cependant, il a prouvé l'impact que son approche coopérative de la défense peut avoir dans une bataille contre l'un de ses plus grands rivaux, mettant en garde toute autre grande puissance militaire qui oserait attaquer les États-Unis. En alerte dans le processus. C'est juste l'un des nombreux scénarios potentiels si la Chine et les États-Unis entraînent en guerre. C'est aussi optimiste en faveur des États-Unis. Mais que pourrait faire la Chine pour empêcher cette série d'événements de se produire? Est-ce qu'il se produirait, ou pensez-vous que les États-Unis pourraient avoir du mal à recevoir le soutien nécessaire de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et de ses alliés asiatiques? Partagez votre avis dans les commentaires. Découvrez le plan de la marine américaine pour vaincre la Chine en guerre ou cliquez sur cette autre vidéo.